J'ai l'impression que personne ne parle de cette caméra, alors que franchement, si je devais débuter la vidéo en 2025, elle serait dans mon top 3 et pas 3e. À la base, je cherchais une caméra facile d'utilisation et facile à transporter. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je partais en vacances ou bien en week-end, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui prenait pas trop de place et qui me permettait de capturer des moments en famille. Et la deuxième raison, c'était de pouvoir la mettre par exemple sur des ventouses sur une voiture sans que ça fasse le poids d'un âne mort et que j'ai pas à m'inquiéter toutes les 2 minutes que ça tombe ou que ça tienne ou quoi que ce soit. Évidemment, tout ça sans sacrifier la qualité du rendu global. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis donc procuré la 6700 et je dois dire que j'ai été plus qu'impressionné par cette caméra. Et je me disais, purée, si je devais commencer la vidéo en 2025, je crois que ça ferait aucun doute, je partirais là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on recherche dans une caméra en 2025? J'ai fait ce que n'importe qui normalement constitué en cette année ferait, j'ai demandé à ChatGPT. Une résolution comprise entre 24 et 45 mégapixels pour les photos. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est bon à savoir, on les a. Pour la vidéo, une profondeur de couleur à minimum de 10 bits et 4 de 2, et un profil d'image en log. Check, on l'a. Une stabilisation d'image IBIS, on l'a aussi, alors ça vaut pas celle de Panasonic, mais elle a le mérite d'exister. Une performance de l'autofocus de pointe, on l'a, check, ça c'est pareil, ça marche hyper bien. Une taille compacte et un poids léger pour les déplacements, mais assez robuste pour résister aux rigueurs des tournages. Testé et approuvé. Une connectivité qui permet l'ajout facile d'accessoires. Il y en a, c'est pas... mais ça marche. Une bonne gestion thermique, jamais eu de problème à ce niveau-là. Un écran escamotable pour pouvoir se filmer en vlog. Et une bonne autonomie. Sincèrement, de ce côté-là, avec les bonnes batteries, ça tient la journée. Ça, c'est sur le papier. Mais ce qui compte vraiment, c'est le terrain. Je pourrais vous dire que cette caméra a parfaitement répondu à mes attentes, que sa 4K jusque 60 images par seconde est, à mes yeux, meilleure que celle de sa grande sœur, la FX3, que son autofocus est ultra efficace et d'une simplicité redoutable, qu'elle n'a jamais planté pour cause de surchauffe, que son poids et son format compact en font le compagnon idéal pour partir en week-end, que oui, sa connectivité est limitée mais loin d'être inexistante et que son autonomie rivalise sans problème avec des caméras bien plus professionnelles. Ça, je le dis avec le prisme de quelqu'un qui exerce ce métier depuis déjà quelques années, mais qu'est-ce qu'un débutant recherche vraiment dans une caméra aujourd'hui? Un truc qui filme bien, un truc qui frustre pas trop et qui laisse de la marge pour progresser. Si on a ces 3 points-là, a priori, on a de quoi bosser. Accessoirement, faut aussi que ça ne coûte pas un bras, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le boîtier, c'est le point de départ d'une longue liste de choses dont on a besoin pour débuter. Donc il y a des objectifs, il y a les cartes SD, il y a le logiciel de montage, il y a un tas de choses, c'est un puits sans fond. Donc c'est aussi quelque chose à valoriser. On n'est pas sur un prix complètement déconnant, notamment si on prend en compte le marché de l'occasion. Oui, mais elle ne voit pas dans le noir comme une FX3 et n'a pas un aussi gros capteur. Sincèrement, ses capacités en basse lumière sont loin d'être horribles, surtout si vous la mettez de pair avec un objectif à grande ouverture comme le Sigma 23 mm 1.4. D'ailleurs, je vois que très peu de cas de figure où vous pourriez vraiment être mis à mal par ce défaut, et quand bien même vous avez une image qui se dégrade un peu quand vous montez en ISO, eh ben c'est pas grave. On a tendance à l'oublier, c'est vraiment pas grave. C'est pas grave si dans vos premiers montages, il y a quelques rushs qui bruitent un peu, ce n'est pas grave. Et si toutefois c'est le cas, eh ben, il existe des logiciels adaptés pour pouvoir réduire le bruit. Mais encore une fois, à moins que vous vous lanciez dans, je sais pas moi, une chaîne YouTube spécialisée dans les vlogs en Laponie de mai à fin juin où il fait noir tout le temps, il n'y aura pas de problème. Deuxième défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est son absence de double carte SD. Sincèrement, avec une bonne carte SD et si en plus on se backup régulièrement, ça pose pas de problème. En presque 10 ans d'expérience, je n'ai jamais eu de cas de figure, en tout cas de problème avec une carte SD qui était irrémédiable. Jamais, pas une seule fois. Et j'ai d'ailleurs même eu que très peu de problèmes avec des cartes SD. Le nombre de fois se compte clairement sur les doigts d'une main. Encore une fois, si votre plan de carrière c'est par exemple filmer des mariages à la chaîne, alors oui, peut-être que vous voulez éviter de jouer à la roulette russe avec des rushs du jour le plus important de 2 inconnus qui vous auront payé une blinde pour filmer tout ça. Auquel cas, effectivement, peut-être que le double carte SD c'est votre filet de sécurité, de tranquillité, mais franchement vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir un problème avec une carte SD. Troisième défaut, le facteur de recadrage en ultra slow motion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas rentrer dans les mathématiques ou de trucs un peu chiants, mais en gros, lorsqu'on va filmer dans une cadence d'image supérieure à 60 images par seconde avec ce boîtier, il va y avoir un facteur de recadrage.
on a un recadrage à hauteur à peu près de 1.6. Donc vous prenez la valeur de ce cadre-là, là je crois que je suis à 70 mm, vous faites x 1.6, ça vous donnera la focale équivalente en 100 images par seconde par exemple. La qualité d'image est aussi directement impactée, elle a tendance à bruiter beaucoup plus dans ce format-là que par exemple en 25 images, en 30, en 50 ou en 60. Il y a deux manières de voir la chose. La première, c'est si vous avez vraiment besoin de shooter des choses en super slow motion et d'être large. Il y a des solutions comme tout simplement des objectifs adaptés. Voilà, par exemple celui-là, le Sigma 10-18 2.8, qui est donc un équivalent sur une plus grosse caméra comme la FX3 par exemple, un 16-35 ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'en shootant à 10 mm là-dessus, je vais pas encore une fois rentrer dans les maths un peu chiantes, mais à 10 mm là-dessus en 100 images par seconde sur la 6700, ça équivaut à en gros 24 mm sur un plus gros boîtier. Ça reste toujours très large. Et ça, c'est vraiment uniquement si vous avez vraiment besoin de shooter en 100 images par seconde et être ultra large. Sinon, on peut aussi shooter en 60 images par seconde, évitez ce facteur de recadrage et vous aurez quand même un peu de slow-mo. La deuxième manière de voir les choses, c'est de voir le verre à moitié plein. Exemple, si vous perdez en largeur, ça veut dire que vous gagnez aussi en serré. Et ça peut s'avérer hyper pratique. Il n'y a pas longtemps, j'ai filmé des motos sur un circuit et j'avais des accès très limités. Donc, pour filmer les motos sur le circuit, il fallait que je me retrouve très très loin. J'avais prévu le coup, je vous cache pas. J'ai donc shooté avec la 6700, j'ai mis mon 70-200 dessus. Je suis passé en 100 images par seconde. Donc en fait, au total, je me suis retrouvé avec une équivalence de... je vais calculer ça. 480 mm. C'est énorme. Quand je vous dis que j'étais loin, j'étais vraiment ultra loin. Ça m'a donc permis de choper des images qui étaient cruciales pour le projet et ça m'a sauvé en quelque sorte. Je sais que tout ça a l'air d'une pub pour Sony. Franchement, j'aimerais bien, je vous le dis, mais c'est absolument pas le cas. Maintenant, Sony, si vous regardez ça, Mais la vérité, c'est que c'est plus une bouteille à la mer pour encourager les hésitants, ceux qui pensent qu'il leur faut absolument la dernière caméra à la mode, ceux qui pensent avoir besoin d'une bête en basse lumière et d'un capteur plein format. Tout ça sont des choses importantes, mais qui ne doivent pas être un frein pour débuter. Vous aurez tout le temps d'essayer, de pratiquer et surtout de vous tromper. Parce que se tromper, c'est pas grave, je sais que vous l'avez déjà entendu 1 milliard de fois partout, mais si c'est le cas, il y a une raison, c'est vraiment vrai. Que ce soit cette caméra ou une autre, l'important c'est de débuter, c'est de passer de 0 à 1. Le reste, c'est vous qui déciderez. Il y a bientôt 10 ans, je suis tombé sur une vidéo de Casey Neistat qui parlait de la Canon 70D comme ça. Pour moi, ça a été ça le point de bascule. Alors je dis pas que je suis Casey Neistat, je dis pas que je vais avoir cette influence-là, évidemment, mais si ça peut permettre à au moins une personne de se lancer, franchement, je serais hyper content parce que c'est un métier qui est extraordinaire et voilà, c'est à peu près tout. À bientôt.